Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 6e numéro des webinaires du réseau TRIS consacré à la question de l'adaptation. Le réseau TRIS est un réseau qui regroupe 28 expertises dans des domaines extrêmement divers. Et donc, nous avons choisi le thème de l'adaptation précisément parce que à peu près tous les professionnels qui sont dans ce réseau sont concernés par le sujet. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir entendre Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS et hydrobiologiste, c'est ça, C'est ça. puis Élodie Billat du réseau ouvert, Emmanuel Druon, Société Pocheco, et moi-même j'interviendrai derrière Christian Amblard pour faire un petit point juridique comme je le fais régulièrement sur tous nos webinaires. Monsieur Amblard, vous avez la parole pour 10 minutes maximum. Bien, je vous remercie pour votre invitation. Et donc, je vais vous présenter un résumé de ce que je peux exposer habituellement sur l'eau au XXIe siècle. Alors, j'intitule ça un défi mondial et local, simplement pour montrer que la problématique de l'eau, c'est vraiment une problématique mondiale, mais qu'évidemment, elle se décline à l'échelle locale. Et je m'intéresse à l'eau à différents niveaux, en tant que chercheur, mais aussi en tant que participant à de nombreux conseils scientifiques et tout simplement en tant que citoyen. Diapositive suivante. Oui, alors lorsque je fais ces présentations, pour structurer ma présentation, je dis simplement qu'on peut résumer le problème de la thématique de l'eau sur la base de 3 grandes constatations, que ce soit au niveau mondial ou local. La première, c'est que l'eau douce est une ressource rare. Que, deuxièmement, l'eau douce est très inégalement répartie à la fois dans l'espace et dans le temps. Et troisième grande constatation, malheureusement, l'eau est de plus en plus polluée. Diapositive. Donc, vous savez qu'on parle de l'eau, quand on parle de la planète Terre, on parle de la planète bleue, bleue comme une orange, comme disait Éluard. Mais en fait, elle est bleue tout simplement parce que les océans et les mers recouvrent les 3/4 de notre planète. Mais en fait, donc l'eau sur notre planète, c'est essentiellement de l'eau salée. 97,5% des réserves en eau sont des eaux salées. Et l'eau douce ne représente que 2,5% de ces réserves. Et encore, il faut que je dise assez rapidement que près des 3/4 de cette eau douce, c'est sous forme de glace au pôle ou en haute montagne. Et que, en plus, si vous voulez, 26% de l'eau est de l'eau souterraine. Ce qui fait qu'au final, vous avez très peu d'eau douce qui soit de l'eau de surface directement accessible pour les activités humaines, de l'ordre de 0,6% de l'eau douce. Et si on replace ça pour l'ensemble de l'eau totale, eau douce et eau salée, c'est une ressource rare parce que ça ne représente plus que 0,02% de l'eau totale. Et donc, comme la ressource est rare, bien entendu, cela peut conduire à un certain nombre de conflits d'usage et on peut alors à ce moment-là se reporter à une loi qui est très bien faite, la loi de 2006 sur l'eau, qui définit l'eau comme un bien commun, mais je pense que Madame Lepage vous parlera de ça mieux que moi, et qui définit quelles sont les priorités d'usage de la ressource en eau en France, bien entendu, la sécurité civile, l'adduction en eau potable et l'alimentation des milieux naturels et agricoles. Diapositive suivante. Et donc, la deuxième grande constatation, c'est que on a une répartition de la ressource en eau douce, donc dans l'espace, qui est très inégale. Là, sur ce graphique, vous voyez simplement les différents continents et vous voyez que les continents qui ont le plus de ressources en eau douce, ce sont l'Amérique du Sud et l'Asie, et qu'à l'inverse, l'Europe ou l'Océanie ont relativement peu de réserves d'eau douce, mais bien entendu qu'il faut pondérer ça par la dimension, par la taille de ces différents continents. Et donc, diapositive suivante. Il faut voir qu'au niveau des pays, effectivement, cette répartition inégale se retrouve également, puisqu'au niveau mondial, sur à peu près les 195 pays qui sont répertoriés sur notre planète, 10 pays concentrent à eux seuls 60% des réserves mondiales d'eau douce. Ce sont le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis, la Colombie, le Pérou et l'Inde et le Venezuela.
Et à l'autre bout de la chaîne, malheureusement, vous avez un certain nombre de zones, de secteurs qui sont très déficitaires. Comme vous le savez, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Diapositive suivante. Pour vous dire que malheureusement, cette évolution de la ressource par rapport aux besoins ne va pas dans le bon sens, hein, puisque un certain nombre d'études ont défini quel était le minimum vital, hein, les ressources suffisantes par personne pour pouvoir vivre décemment, et c'est évalué à 1700 mètres cubes par an et par habitant. Alors 1700 mètres cubes, ça intègre évidemment l'eau de boisson, mais ça intègre aussi l'eau qu'il faut pour fournir la nourriture et aussi pour les vêtements et ainsi de suite. Hein. Donc c'est une vision tout à fait globale de la consommation d'eau par habitant. Et vous savez que pardon. Excusez-moi. Et donc la population mondiale en 2000. Eh bien, il y avait à peu près 8% de la population mondiale qui n'avait pas les ressources suffisantes, le minimum vital en eau. Et malheureusement, en 2025, il est prévu que ce soit 38% pardon, de la population mondiale qui n'ont pas le minimum vital en eau. Ça représente quand même 2,5 milliards de personnes. Diapositive suivante. Pour vous dire que cette répartition inégale dans l'espace, elle l'est aussi dans le temps. Et bien entendu, dans nos zones tempérées, on sait ça depuis longtemps, qu'il y a une variabilité saisonnière des précipitations notamment, mais le problème, c'est que le changement climatique va accentuer ce problème de variabilité saisonnière, puisqu'on sait que pour la plupart de nos régions, on ne va pas avoir une baisse quantitative très significative des précipitations sur l'ensemble de l'année, mais par contre, on sait qu'on aura beaucoup moins d'eau en été et qu'on en aura plus dans les périodes telles que l'automne et l'hiver, et notamment sous des formes de précipitations qui peuvent être des précipitations très intenses, voire violentes. Donc, c'est des questions qui se posent pour l'agriculture française et pour toutes les agricultures. C'est quelle peut être justement la gestion de cette ressource, sachant donc que la variabilité saisonnière des précipitations est accentuée par le changement climatique. Alors, vous verrez, on en parlera dans le deuxième exposé que je vais faire. Soit on fait des bassines et des barrages, soit on accélère la transition vers l'agroécologie et l'agroforesterie. Je vous dirai ce que j'en pense dans le diaporama suivant. Diapo suivante. Tout simplement pour vous dire que ça, on l'a déjà vu, donc diapo suivante encore. Voilà, le troisième point donc, que je vous avais dit qui structurait mon intervention, c'était de vous dire que malheureusement, l'eau est de plus en plus polluée. Alors, ça soit au niveau mondial, et bien entendu, lorsqu'on parle de pollution, on parle d'eau et de santé humaine, et on parle d'OMS, qui nous dit que 80% de toutes les maladies qui affectent l'hémisphère sud sont causées en quelque sorte par de la consommation d'eau polluée, avec un certain nombre de maladies qui sont liées donc à cette eau polluée. Ça représente 50% de l'ensemble des décès des enfants dans l'Asie du Sud-Est. Et il faut savoir qu'il y a approximativement 1 700 000 enfants qui meurent chaque année de la consommation d'eau polluée. Parce qu'on dit souvent que l'eau est source de vie, certes, et c'est vrai, mais l'eau polluée, elle est source de mort, parce qu'elle véhicule un certain nombre de maladies, de micro-organismes pathogènes, de métaux lourds, et donc c'est de là que viennent tous ces problèmes. D'ailleurs, en 2017, il y a eu un rapport de l'ONU qui disait que pour les pays pauvres, c'était dans 90% des cas, et pour les pays riches, dans 30% des cas, les eaux usées par les activités humaines sont rejetées dans la nature sans aucune épuration. Diapositive suivante. Cette pollution, elle se retrouve aussi au niveau national, et j'ai pris un exemple tout à fait récent, puisque les agences régionales de santé, donc en France, ont récemment, en novembre 2022, ce qui s'était passé en 2021. Et en 2021, il a été montré que 12 millions de Français, c'est-à-dire 20% de la population, ont eu à boire une eau qui était non conforme aux critères de qualité. C'est-à-dire 43% de la population en Bretagne, par exemple. Donc, ça fait beaucoup. Alors, quelle était la cause du fait que l'eau ne correspondait pas aux critères, était non conforme aux critères de qualité, mais potable? Alors là, il y a une subtilité sémantique qu'il faudra analyser. Mais la cause, c'est la présence de pesticides qui proviennent essentiellement donc, de l'agriculture intensive. 90% de la surface agricole de France reçoit des pesticides.
180 millions de tonnes sont épandues en 2021. Et si vous voulez, après utilisation des molécules mères comme pesticides, les métabolites qui se dégradent dans les sols et qui restent présents pendant des années peuvent être également très toxiques. Et donc, il y avait une norme de qualité pour ces produits de dégradation qui était de l'ordre de 0,1 microgramme par litre. Eh bien, lorsque ce problème a été avéré donc très récemment, la prise de décision du ministère a été plus ou moins plutôt inquiétante, puisque pour qu'il n'y ait plus ce problème-là, eh bien, on a passé la norme à 0,9 microgrammes par litre. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus que 3 ou 4% des consommateurs qui reçoivent une eau non conforme aux critères de qualité. Donc, non conforme aux critères, aux normes de qualité, avec un principe de précaution, normalement, ça ne devrait pas être autorisé à la consommation, mais ce principe-là n'est pas suivi. Et comme je vous le disais à l'instant, c'est non conforme mais potable. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais par contre, ce qui est sûr pour l'intérêt de notre société, c'est qu'il faut faire des études d'impact sur la santé, à la fois donc des métabolites des produits qui sont introduits dans le milieu, notamment dans le milieu agricole, mais aussi il faut étudier quels sont les effets cocktails de l'ensemble de ces molécules, parce qu'il y a des centaines de molécules différentes issues de Monsieur pesticides. Amblard, est-ce que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît? Eh bien, ça tombait bien parce que j'arrive à ma conclusion. Donc, diapositive suivante. Je voulais dire que eh bien, des solutions, des principes d'action, bien entendu, hein, c'est qu'il faut travailler à toutes les échelles, qu'il faut plus de solidarité entre les différentes régions et entre les différents secteurs amont-aval. Il faut un changement total de la politique agricole et de l'aménagement du territoire. J'en reparlerai tout à l'heure au niveau de l'urbanisation, de l'imperméabilisation, de la reforestation. Il faut continuer à faire des efforts de recherche pour développer des techniques qui soient non polluantes et de dépollution. Et puis, il faut avoir des comportements individuels et collectifs qui soient plus économes, plus respectueux et plus solidaires. J'avais une autre diapositive, mais je pense pouvoir conclure là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. De toute façon, nous reviendrons très vite vers vous. Donc, je vais faire un petit point général des aspects juridiques du sujet, qui n'est pas l'eau de manière globale, et tout ce que vous venez de nous dire est évidemment très important, mais qui est la problématique de l'eau au regard de l'adaptation nécessaire au dérèglement climatique. Alors, j'aborderai 3 points. Le premier, c'est le niveau communautaire. Le second, c'est l'adaptation liée à la perte de ressources en eau, et on va retrouver des éléments, Monsieur Amblard, de ce que vous venez de nous dire. Et le troisième, c'est l'adaptation au regard des phénomènes extrêmes et donc des risques d'inondation, submersion, érosion et tout le reste. Alors, sur l'aspect communautaire, comme vous le savez, dans le cadre de la taxonomie que nous avons longuement étudiée au sein du réseau TRIS au cours de l'année dernière, et vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, vous reporter en replay à nos webinaires sur ce sujet, le règlement délégué du 4 juin 2021 relatif à l'adaptation au dérèglement climatique, qui énumère toutes les activités qui sont concernées par ce sujet, s'intéresse dans son chapitre 5 à la question de l'eau. À la question de l'eau sous 3 niveaux: construction, extension et exploitation des réseaux de captage, de traitement et de distribution, renouvellement des réseaux de captage, de traitement et de distribution, et enfin construction, extension, exploitation des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées. Ça ne signifie pas que la question de l'eau n'est pas à examiner sur tous les autres domaines de la taxonomie, puisque vous savez que la protection des ressources hydriques et des milieux marins est un des 6 objectifs de la taxonomie européenne, et par voie de conséquence, pour toute activité qui se veut durable, elle ne doit pas avoir un impact important négatif sur la question de l'eau. Donc c'est général. Donc j'ai pas trop de temps, donc vous vous reporterez à ce qui figure dans ma diapo sur ce que le texte communautaire fixe comme critère pour que l'activité économique en cause réduise de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Autrement dit, pour toutes ces activités liées à l'eau, c'est une autre manière de voir le sujet de l'adaptation.
pour toutes les activités liées à l'eau, la question de réduire l'impact climatique est une question absolument centrale. Donc, je vais passer, Margot, s'il vous plaît, au volet numéro 2, qui concerne le sujet de la réduction de la ressource en eau. Alors, comme vous l'avez dit, Monsieur Amblard, ce n'est pas un sujet qui se voit au niveau national. Le Forum mondial de Dakar, qui s'est tenu au début de l'année 2022, avait pour thématique la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable, avec une formule intéressante: combiner adaptation et atténuation, privilégier les solutions dites sans regret, autant que possible multifonctionnelles et fondées sur la nature. Je reviendrai sur ce point. Éviter la maladaptation. Qu'est-ce que c'est que la maladaptation? C'est la solution qui est mauvaise et qui se révèle catastrophique. C'est-à-dire, on pense résoudre le problème et non seulement on ne le résout pas, mais par-dessus le marché, on l'aggrave ou on en aggrave un autre. Avec des mesures qui auraient pour effet de déplacer le problème, agir plus vite et plus fort, car l'adaptation au changement climatique est une question d'urgence et de degré d'effort. Alors, juridiquement, ça se traduit comment? Par des plans d'adaptation et d'atténuation du changement climatique mis en place au niveau régional dans les cadres des comités de bassin, avec des projets de territoire pour la gestion de l'eau, des PTGE, qui ont été mis en place, par exemple à l'échelle du bassin versant de l'Aude, avec l'objectif de rééquilibrer le déficit caractérisé à hauteur, tenez-vous bien, de, rien que pour ce département, de 36 millions de mètres cubes. Voir sur ce point le compte-rendu d'un séminaire qui concerne ce sujet. Vous avez abordé, Monsieur Amblard, à juste titre, la question des retenues d'eau. Et on ne peut parler des retenues d'eau sans penser aux bassines, qui ont fait l'objet de beaucoup de contestations. Je voudrais citer un important arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 17 mai 2022, donc qui est assez récent, qui met un terme définitif à un projet de bassine qui était engagé depuis des années, qui avait donné lieu à un sursis à statuer pour voir si on pouvait régulariser ou pas. Et le tribunal administratif avait finalement annulé l'autorisation préfectorale permettant le projet. Et la Cour administrative d'appel a validé le jugement du tribunal administratif en considérant que c'était irrégularisable en l'état. Il faut souligner qu'il s'agissait là d'autoriser un volume de plus d'1 million de mètres cubes de retenue d'eau. C'est colossal. Bon, le sujet ne s'arrête pas là, je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails, mais nos installations nucléaires, par exemple, sont confrontées au problème. Je rappelle que nos installations nucléaires, elles prélèvent à peu près 60% de l'eau douce, de l'eau douce en France. Elles la rejettent, elles la gardent, elles la rejettent, mais elles la rejettent plus chaude et avec 2-3 bricoles en plus. Je ne développerai pas sur les bricoles en question, mais simplement sur la question de la température, qui est une limitation à la possibilité de rejeter. Donc, chaque année maintenant, quasiment, EDF demande des dérogations pour pouvoir rejeter à une température plus élevée, sauf qu'arrivé à un certain niveau, la dérogation, elle ne suffit plus. Et donc, il y a l'obligation de réduire la puissance. Et ça, je dirais que c'est le moins grave, le plus grave étant l'insuffisance d'eau qui ne permet plus d'alimenter le circuit primaire et le circuit secondaire et qui, à ce moment-là, entraîne obligatoirement l'arrêt de la centrale. Sinon, c'est un Fukushima. Personne ne souhaite ça. Donc, on voit bien là aussi, j'ai pris cet exemple-là, mais on aurait pu en prendre évidemment d'autres, que la question de l'adaptation se pose. Enfin, dernier point, dernier volet de la thématique, celui des phénomènes extrêmes, inondations, submersions, pluies diluviennes, orages de grêle. Et en fait, c'est tout l'aménagement du territoire qui doit être revisité. Et toutes nos règles de droit qui doivent être revisitées. Alors, je donnerai 2 exemples récents. Le décret du 29 avril 2022 qui établit une liste des communes, je cite, dont l'action en matière d'urbanisme et de politique d'aménagement doit être adaptée aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Il y en a 124, mais certaines communes qui sont dedans
ont refusé d'y être et donc n'y figurent pas. Ce n'était pas obligatoire. Ce qui est quand même un peu, à mon sens, préoccupant. Parce que, certes, c'est un peu pénalisant hein, d'être dans cette liste, mais d'un autre côté, l'État a prévu un certain nombre d'avantages pour aider à l'aménagement. Donc certaines communes ont préféré ne pas avoir ce qu'elles estiment probablement être un risque réputationnel, qu'elles ont à mon avis de toute façon, mais enfin ça c'est un avis purement personnel, pour se priver des avantages que le texte pouvait procurer. Et puis il y a un texte très important qui est une ordonnance du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, qui invente un nouveau système qui est un bail d'adaptation à l'érosion côtière. C'est un nouveau bail qui est sur une durée limitée. Il fixe également une méthode d'évaluation de la valeur des biens exposés au recul du trait de côte, en privilégiant un horizon de 30 ans, et crée un projet partenarial d'aménagement pour les communes inscrites dans le régime du recul de trait de côte. Voilà, ce nouveau bail transitoire est un exemple de l'adaptation du droit à l'adaptation tout court. Donc, on voit que ce domaine de l'eau, sous toutes ses formes, si je puis dire, est un domaine qui va considérablement changer nos modes de vie. Vous l'avez parlé, Monsieur Amblard, pour l'agriculture, et je crois que vous y reviendrez, mais c'est vrai pour tout, parce que l'eau, c'est la vie, et que sans eau, on ne peut pas vivre, voir ce qui se passe en Ukraine actuellement. Voilà, j'en ai terminé dans un temps limité. Je passe donc avec plaisir la parole à Élodie Billa. Je veux bien, voilà. Ce sera plutôt Emmanuel, est-ce que vous voulez vous présenter l'exemple de Pocheco? Pardon, Corinne. Oui, oui. Je commence par cet exemple-là. Merci de nous recevoir et de nous donner la parole, Corinne. Pour aller dans le sens de ce que vous décrivez, nous, dans le réseau TRIZ que vous avez créé, Pocheco essaye d'être un démonstrateur. Ça fait 25 ans que dans cette petite usine du nord de la France, avec mes 82 collègues, dont Élodie Billa, nous essayons d'être un démonstrateur pour mettre en application les règles de la transition. Évidemment, le cycle de l'eau est absolument essentiel et principal dans notre démarche, et je prendrai 2 exemples concrets de mise en application. Vous avez sur l'image l'ancienne usine de Pocheco, le site avant ses rénovations. On peut observer que les toitures sont couvertes de sheds à l'ancienne et elles sont parfaitement inertes et inopérantes. L'eau qui tombe quelquefois dans le nord ruisselle et disparaît. Avec nos collègues, nous avons considéré que l'eau de pluie est une ressource rare et que, comme salariés de l'entreprise, nous sommes toujours des citoyennes et des citoyens, et que donc ce que nous pouvons faire sur nous-mêmes par une démarche d'intelligence coopérative va nous inspirer dans notre vie personnelle. Ce que j'essaye de dire, c'est que changer les choses commence par nous-mêmes, dès le travail, dès l'entreprise. Ce que vous apercevez sur cette image ici, c'est Pocheco après rénovation de ses toitures. Nous récupérons l'eau de pluie en toiture et elle passe d'abord dans une toiture végétale. Je signale, à l'usage absolument de tous les industriels français, sans exception, qu'une toiture végétale a beaucoup d'avantages. Outre qu'elle récupère l'eau de pluie, elle s'en renforce, et donc la durée de vie d'une toiture végétale est beaucoup plus longue que la durée de vie d'une toiture inerte. Et pourtant, on en voit très peu, trop peu. Quand cette eau de pluie est passée au travers de ce végétal, alors on a choisi, nous, avec Élodie, il y a 25 ans, de mettre des sédums sélectionnés pour être des sédums régionaux. Je veux bien qu'on reste, si vous voulez, Élodie, sur l'image de la toiture. Merci beaucoup. Ces sédums, oui, c'est ça que vous vouliez nous montrer. Les sédums donc récupèrent l'eau de pluie. L'été, 70% de cette eau de pluie est renvoyée par évapotranspiration, par l'effet du soleil. L'hiver, c'est 30% qui repart par évapotranspiration. Le solde, été comme hiver,
ruissellent après quelques jours. Donc, les toitures jouent aussi un rôle de tamponnement des eaux de pluie, ce qui a beaucoup de sens aujourd'hui avec les événements plus violents que l'on peut observer. Et donc, cette eau de pluie est récupérée dans des cuves qui ont été plantées tout autour du site en profondeur pour récupérer l'eau de pluie issue de nos toitures. Avec cette eau de pluie, nous avons modifié considérablement nos process de production. Pocheco est un fabricant d'enveloppes. Pour fabriquer des enveloppes, il faut les imprimer. Et donc, on utilise de l'encre. Nous avons changé nos encres pour avoir des encres qui puissent être nettoyées avec de l'eau de pluie. Des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Comme ce produit n'est pas toxique, mais qu'il faut s'en débarrasser, l'encre à la fin d'une production doit être changée, on change de couleur pour un client, eh bien, on va faire un rejet. Ce rejet, c'est une boue qui n'est pas toxique, qui est base eau de pluie, savon de Marseille et encre à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, de sorte que cette boue n'est pas renvoyée vers la station d'épuration locale, mais vers notre station d'épuration naturelle qui est composée d'une bambousée de phytorémédiation. En France, nous sommes dans le Nord, ces bambous ont été sélectionnés pour être non gélifs jusqu'à moins 25 degrés. Voyez-vous, on a donc dans tout le territoire national la possibilité d'utiliser des bambous qui ont le mérite immense que leur système racinaire active des bactéries qui décomposent les souillures qu'on leur envoie en goutte à goutte. Et donc, l'eau de pluie qui a été chargée par les encres de nettoyage et par le nettoyage vont être complètement réduites et décomposées et réutilisées par les bambous eux-mêmes. Cette bambousée occupe 200 mètres carrés pour une usine qui couvre 1 hectare 3 et dont les toitures couvrent 8000 mètres carrés. Donc, par le passé, on renvoyait vers une cimenterie des eaux usées qui transportaient en camion 33 tonnes partaient tous les mois. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de transport en camion et toute l'eau est réutilisée directement sur le site. Tout à l'heure, Elodie nous montrait l'image du site rénové et on a pu apercevoir le deuxième exemple, c'est notre cuve. Beaucoup d'usines en France, 15 000 usines en France, sont réglementairement obligées d'avoir une cuve d'eau de pluie, une cuve d'eau d'extinction d'incendie, excusez-moi, et nous n'avons jamais obtenu qu'on puisse y mettre de l'eau de pluie. Malheureusement, malgré la visite à l'époque du ministre Lecornu, qui s'occupait de cet aspect-là il y a quelques années, et qui avait beaucoup insisté auprès notamment du directeur de l'Adréal, qui faisait partie de la visite, pour qu'en effet un décret puisse paraître et que l'on puisse utiliser de l'eau de pluie pour les eaux d'extinction. Parce que figurez-vous qu'à ce jour, on utilise exclusivement de l'eau potable. Ça veut dire que la cuve, chez Pocheco, fait 570 mètres cubes et la réglementation voulait que tous les 2 ans, cette cuve soit intégralement vidée, donc 570 mètres cubes d'eau potable intégralement vidée tous les 2 ans pour vérifier la solidité des parois intérieures de cette cuve. Et donc, ce que nous avons, alors là, l'idée d'aller jeter 570 mètres cubes d'eau du réseau potable tous les ans nous paraissait absolument impossible à maintenir, à soutenir. Et nous avons donc choisi de faire appel à des plongeurs qui entrent par une ouverture qui a été procédée dans le haut de la cuve. Et donc, nous vérifions avec des plongeurs et nous ne jetons plus. Et nous avons toujours nos 570 mètres cubes d'origine. Il faut dire aussi que des tests doivent être effectués toutes les semaines, puisque c'est ça qui alimente un système de sprinklage en cas d'incendie. Et donc, cette eau qui est utilisée toutes les semaines, elle est récupérée et remise dans la cuve, ce qui fait que nous ne perdons pas de volume d'eau. Nous n'utilisons pas l'eau plus que ce que nous avons mis la première fois. Ça peut sembler anecdotique, mais si vous faites le compte, 15 000 cuves de ce type en France, d'après les chiffres que j'avais obtenus à l'époque, ça représente la consommation en eau potable d'une population de 300 000 habitants par an. Donc, ce que nous disons chez Pocheco dans le cadre du réseau TRIS et avec notre bureau d'études ouvert dont s'occupe Elodie et qui va vous donner des exemples chez un certain nombre de nos clients
que nous accompagnons, qui sont des industriels qui souhaitent, comme nous, réduire leur empreinte sur le milieu naturel, eh bien, nous pouvons, dès notre entreprise, dans notre quotidien, au travail, tout changer. Si nous avions eu plus de temps, je vous aurais parlé d'agroforesterie à mon tour, comme va le faire Christian Amblard tout à l'heure, puisque bien sûr, nous avons la chance d'être dans une zone qui permet, une zone agricole, où nous avons transformé des champs d'agriculture conventionnelle en agroforesterie et permaculture, mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle expérience dont je peux témoigner depuis maintenant plus de 10 ans hein, que nous nous connaissons. J'ai pu suivre pas à pas les transformations de cette usine modèle qui est Pocheco. Je pense que c'est très inspirant pour beaucoup. Voilà, Élodie. Oui, donc merci de me donner la parole. Donc comme le rappelait Emmanuel et vous-même, donc je travaille au sein du bureau ouvert. Nous accompagnons les entreprises et les collectivités dans la transition écologique et nous avons à notre actif près de 350 projets sur lesquels nous sommes intervenus. Nous avons identifié 6 thématiques que nous qualifions de clés d'entrée dans l'économie. Et l'objectif, c'est qu'en travaillant sur ces 6 thématiques, on arrive à agir autrement, changer de modèle, finalement intégrer le vivant au cœur de la stratégie des entreprises et des territoires et dans toutes les décisions. On est parti du constat que dans la nature, tout est question de cycle et de coopération. Comme l'indique l'illustration à l'écran, on voit bien que le cycle de l'eau, finalement, il est très fortement lié au cycle carbone et que pour que tout cela fonctionne bien, il nous faut la coopération des autres êtres vivants, des animaux, des micro-organismes dans le sol, etc. Eh bien, en entreprise, c'est exactement la même chose. Même si aujourd'hui, la règle est repose plutôt sur des systèmes linéaires où on fait de la prédation, destruction, compétition, en fait, il est vraiment possible et efficace de penser autrement en misant plutôt sur la circularité et la coopération. Là, à l'écran, on voit que si on récupère l'eau de pluie, que l'on stocke cette eau et qu'on utilise cette eau pour les usages industriels et qu'à la fin de cet usage, on finit par traiter l'eau sur place. On arrive même à traiter par des stations d'épuration qui fabriquent de la biomasse et cette biomasse peut être réutilisée en tant qu'énergie pour chauffer le process ou les bâtiments. Donc, on voit bien que dans ce modèle, les 2 cycles eau-carbone sont liés. Eh bien, c'est exactement cela que l'on peut envisager en entreprise et cela fonctionne. Pour la question de l'eau, eh bien, l'économie, donc la démarche qui consiste à réduire son impact sur l'environnement, améliorer les conditions de travail tout en faisant des économies, l'économie. Pour l'eau, on peut utiliser le principe des 5 R, c'est-à-dire en quelque sorte 5 R, ce serait l'idée de refuser l'usage de l'eau, réduire les consommations, réutiliser, retraiter sur place et rejeter l'eau usée au plus près de son point de chute. Ça, je crois que M. Amblard pourra nous en dire aussi quelques mots tout à l'heure. Et en fait, plusieurs entreprises s'engagent déjà dans ce modèle, dans ce nouveau mode de fonctionnement, dans cette économie. La démarche qui peut fonctionner pour s'adapter, pour changer de modèle, ce serait de commencer par un bon diagnostic. Il faut étudier le terrain, regarder le fonctionnement hydraulique local, évaluer les consommations, les usages de l'entreprise en eau, regarder s'il y a des synergies possibles avec d'autres entreprises ou avec le territoire, et puis ensuite repérer des personnes, des salariés, des citoyens qui sont engagés, qui ont envie de changer, qui sont motivés. Et c'est sur ces personnes-là que nous allons construire, enfin nous allons nous appuyer pour imaginer le futur ensemble. Et là aussi, c'est une pratique qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Quand on réussit à mobiliser le collectif, c'est quand même eux qui maîtrisent le terrain, ils ont la bonne connaissance des informations, ils ont des idées. Si on arrive à les motiver, à
à les mettre ensemble, à développer leur imagination ensemble et à coopérer et coordonner, eh bien, ensemble, on peut construire le futur. On peut imaginer la suite et pour réussir à garder cette motivation, il y a une bonne pratique qui consiste à créer un récit, créer une vision, un récit prospectif. Et là, l'eau est un élément vraiment très intéressant puisque l'eau a déjà beaucoup inspiré des auteurs, des écrivains, on les trouve dans des récits d'exploration. Donc, si on arrive à construire un récit autour de l'eau, eh bien, on arrivera à créer une bonne émulation au sein d'un territoire ou d'une entreprise. Une fois que le récit est construit et que l'équipe est motivée, il nous reste à écrire la feuille de route et à mettre en œuvre la transition. Là, bien sûr, il y aura des freins, il y aura des difficultés, mais si l'équipe est soudée et engagée et bien motivée autour de ce récit prospectif, on arrivera collectivement à lever ces freins. Donc, Emmanuel vous a présenté l'exemple de Pocheco. Je peux vous montrer un autre exemple. C'est une entreprise agroalimentaire qui se trouve dans le Gard et qui avait besoin d'agrandir ses bâtiments parce que son activité se développe. Mais qui dit agrandissement de bâtiments dit imperméabilisation des sols. Donc, et puis en plus, dans cette région-là, il fait très chaud l'été et donc la végétation a plutôt tendance à dessécher. Et il y a aussi des soucis avec l'eau puisqu'ils rencontrent des gros épisodes cévenols qui créent des inondations sur leur site industriel. Donc, plutôt que de penser l'eau comme étant un problème, on a repéré les engagés, les personnes sur qui on a pu avec qui on a pu s'allier dans l'entreprise et on a animé des ateliers de réflexion avec eux. Et de là, en est ressorti ce projet que vous voyez là à l'écran. Donc, le projet, c'est d'agrandir, bien sûr, parce qu'il y avait besoin d'augmenter les capacités de production, mais pas n'importe comment. Cet agrandissement, il prend en compte l'eau d'une façon très en amont, puisqu'on a déjà sur ces bâtiments des toitures végétales qui absorbent une partie de l'eau qui tombe du ciel. On a imaginé ensemble installer des cuves de récupération d'eau de pluie et d'utiliser cette eau pour laver une partie des voiries et pour les sanitaires, mais aussi pour faire pousser l'eau, pour arroser les végétaux à l'extérieur du site, sachant que ces végétaux vont procurer un écran solaire au bâtiment et donc vont protéger le bâtiment de la surchauffe. Ce qui tombe bien, puisque dans cette usine agroalimentaire, on a besoin de maintenir les bâtiments à 14 degrés pour des questions de préservation de la denrée alimentaire. Donc, on voit bien par là qu'avec l'eau, on finit par avoir un site qui est beaucoup plus vivant, avec beaucoup plus de biodiversité, mais aussi un site qui a moins de problèmes d'inondation, qui a moins de problèmes de surchauffe l'été. Donc, finalement, avec cette démarche, on arrive à résoudre plusieurs solutions. Donc, c'est un projet. Vous avez créé un corridor de biodiversité, et ça veut dire que le sol est désimperméabilisé, c'est-à-dire qu'il est de nouveau perméable. Chez Pocheco, on a commencé par ça aussi. C'est-à-dire que vous avez un sol qui absorbe les eaux de pluie, un sol vivant dans lequel il y a des vers de terre qui font leur travail. Toute la chaîne du vivant est rétablie par le cycle de l'eau. Oui, et j'ajouterais que les toitures également sont rendues beaucoup plus végétalisées, absorbent de l'eau, créent une appétence pour les oiseaux, les insectes. Enfin, il y a une vie qui se crée autour de ce site. Et je rappelle que c'est un site agroalimentaire, donc parfois, on est face à des freins, on nous dit oui, mais l'agroalimentaire, on ne peut pas attirer les insectes, on ne peut pas attirer les oiseaux, ça ne va pas être possible de monter ce projet. J'ai plusieurs exemples autour de moi d'entreprises agroalimentaires qui ont mené cette démarche et ça marche, ça fonctionne. Les insectes n'ont pas forcément envie de rentrer à l'intérieur. S'ils trouvent de quoi se nourrir à l'extérieur, à des endroits bien ciblés, tout fonctionnera correctement. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Monsieur Amblard, pour 10 minutes maximum.
Si vous pouvez présenter vos exemples. OK. Donc, diapositive première. Le temps n'est pas décompté, là. Non, c'est juste qu'on a un peu le temps des questions, c'est tout. Je sais Oui, pas si oui, on a non, des questions. On a des questions, Margot? Oui, on a des questions. Le PowerPoint est en cours de chargement. Ah. Ça arrive. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui, donc la première diapositive, je vous l'ai déjà présentée, donc on va passer directement à la deuxième. Oui, donc deuxième diapositive, là également, je vous ai dit, voilà, simplement, je voulais ici, par rapport à un problème d'adaptation, vous pouvez passer à la suivante, simplement vous rappeler quels sont les grands types de consommation, de prélèvement plutôt d'ailleurs, de l'eau par secteur d'activité. Simplement pour vous rappeler qu'au niveau mondial, c'est quand même l'agriculture qui correspond au plus fort taux de prélèvement d'eau, 69%, 21% pour ce qui concerne le secteur industriel et 10% pour le secteur domestique. Ça, c'est la moyenne mondiale. Alors, si on considère maintenant l'Europe et donc la France en quelque sorte, vous voyez que c'est l'agriculture, plus pratiquement 50% de la consommation ou des prélèvements d'eau, alors que le secteur industriel est bien entendu plus élevé puisqu'on est dans des pays dits développés, donc 40% et le domestique 12%. Ce qu'il faut souligner, c'est que par contre, les prélèvements pour l'agriculture peuvent atteindre 70% en période estivale, c'est-à-dire là où il y a le plus de tension sur la réserve, sur les réserves en eau. Diapositive suivante. Pour vous dire que donc par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité saisonnière de plus en plus grande des précipitations, et donc moins d'eau en été, plus d'eau dans les périodes intermédiaires. Et donc il a été la première solution qui a été proposée, qui est un peu simple, mais qui au bout du compte est plutôt simpliste, c'est de dire on va retenir l'eau. On va retenir l'eau dans des barrages ou retenir l'eau dans des bassines quand il pleut, et puis après on s'en servira lorsqu'il ne pleut plus. Sauf qu'il y a un tas de conséquences écologiques et finalement qui se retournent contre l'intérêt même des agriculteurs et de l'intérêt général en particulier. Si vous avez des barrages, les barrages, bien naturellement, ça va assécher l'aval et ça brise ce qu'on appelle la continuité écologique. C'est-à-dire que sur les cours d'eau, il y a ce qu'on appelle des trames bleues, c'est l'eau, et puis il y a des trames vertes qui sont liées à la végétation. C'était d'ailleurs des objectifs importants du Grenelle de l'environnement. Vous brisez ça, et en brisant cela, vous brisez des cycles de vie d'un certain nombre d'animaux, voire de végétaux même, et donc vous avez évidemment un impact négatif sur la biodiversité. Mais surtout, lorsqu'on parle de bassines, on va chercher de l'eau en profondeur et on la remonte à la surface et on l'expose au soleil. Et donc là, vous avez deux conséquences négatives. La première conséquence négative, c'est une perte par évaporation, en période chaude évidemment, et sur l'ensemble d'une période estivale, ces pertes par évaporation peuvent être importantes. Alors, il y a une étude sur les lacs américains qui montre que c'est entre 20 et 60% de pertes selon les conditions des flux entrants. Ce sont des chiffres qui peuvent être discutés, mais de toute façon, il y a une perte très significative par évaporation. Deuxième problème, c'est que non seulement vous perdez de la quantité, mais vous perdez de la qualité. Parce que donc, toujours pareil, lorsque vous allez chercher dans les nappes, dans les eaux profondes, et notamment dans les nappes phréatiques, de l'eau, et que vous la faites remonter en surface, et que vous l'exposez au soleil, vous augmentez sa température, et en augmentant sa température, vous favorisez le développement intensif d'un certain nombre de micro-organismes dont certains ne sont pas très recommandables. Je pense là aux cyanobactéries, par exemple, qui peuvent émettre des produits qui sont des produits toxiques et qui rendent l'eau pratiquement inutilisable. Et donc, on ne voit pas quel est l'intérêt de faire passer de la ressource en eau qui est souterraine, qui va humidifier, disons, de façon très efficace l'ensemble des écosystèmes, la faire passer en surface pour en perdre une grande partie par évaporation et pour détruire sa qualité. Et en plus, ce qu'on peut ajouter, c'est que dans les conditions actuelles, ça ne va servir qu'à une petite minorité d'agriculteurs, puisque, diapositive suivante, il n'y a que 6%
des terres qui sont équipées pour l'irrigation. Et en plus, lorsqu'on regarde à quoi sert cette irrigation, on constate que dans la moitié des cas, pour 50% des cas, c'est pour irriguer du maïs. Or, le maïs, il a deux problèmes majeurs. Le maïs demande de l'eau, certes, mais vous savez, le blé va demander aussi de l'eau pour son développement. Le problème, c'est que le blé, il le demande au printemps, l'eau, et le maïs, il le demande en été, c'est-à-dire en période qui est sous tension, justement. Donc, c'est son premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il est très pauvre en certaines protéines qui sont importantes pour la nutrition animale. Et donc, dans les rations, si vous voulez, pour le bétail, on est obligé de complémenter souvent avec du soja. Et le soja, où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher en Amérique du Sud. Et donc, on alimente le cercle négatif qui n'est pas du tout vertueux d'aggravation justement du problème climatique. Et donc, ce que l'on peut dire également, c'est que bien entendu, les barrages, les bassines, ça va contribuer à assécher aussi toutes les autres zones. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les barrages et les bassines, au lieu d'aider l'agriculture, ça aggrave la vulnérabilité de l'agriculture et ça retarde surtout, c'est ça qui est important, ça retarde une transition qui est vraiment obligatoire là maintenant, vers une agriculture résiliente qui soit responsable et qui soit économe en eau. Et diapositive suivante. Donc, c'est une conclusion en quelque sorte. Les bassines, les barrages, c'est la privatisation de la ressource en eau au bénéfice de quelques agriculteurs de type intensif et donc qui soient plutôt polluants pour l'environnement et pour la santé humaine. Et de plus, ça se fait avec une grande participation des subventions publiques. Vous savez que les bassines, là, dans l'Ouest, là, on a des chiffres, c'est de l'ordre de 70% de subventions publiques pour les réaliser. Donc, ça ne me paraît pas être acceptable comme démarche. Alors, diapositive suivante. Une fois que l'on a dit ce qu'il ne fallait pas faire, il faut dire ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est relativement simple, mais difficile à appliquer. Il faut retenir l'eau sur les territoires, certes, mais pas dans des barrages ou des bassines. Il faut retenir l'eau dans les sols. Et donc, pour cela, il faut absolument faciliter son infiltration et réduire au maximum son ruissellement. Et donc, bien entendu, il y a beaucoup de modifications à apporter au niveau des pratiques agricoles et au niveau de l'urbanisation. Diapositive suivante. Et malheureusement, bien entendu, au cours des dernières décennies, toutes les modifications en termes agricoles ou en termes d'urbanisation ont favorisé le ruissellement au détriment de l'infiltration. C'est un rapport vraiment qui est essentiel. L'infiltration, bien entendu, c'est une épuration naturelle, c'est la constitution de réserves qui peuvent servir ensuite en période d'étiage, par exemple. Le ruissellement, c'est juste l'inverse. Et donc, tous les aménagements qui ont été faits vont à l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que l'urbanisation avec des routes et des parkings qui sont imperméables pose des problèmes. Pendant des décennies, là, on a drainé les zones humides. On a perdu les 2/3 en un siècle en France. 2/3 des zones humides ont été perdues. Alors que les zones humides jouent ce rôle d'éponge qui est extrêmement important. On a arraché les haies, on a arraché les talus. 70% des haies ont été détruites en un siècle. Et bien entendu, tout ça, c'est lié à ce qu'on appelait les travaux connexes du remembrement qui étaient faits pour agrandir les exploitations et on voit que ça se retourne contre les agriculteurs et contre la gestion agricole. Les plantations de conifères aussi, lorsqu'elles sont importantes, on sait que ça fait un tapis qui est très imperméable. Et puis ensuite, il y a le problème de la mécanisation agricole, puisque avant on travaillait en terrasse et quand les terrains étaient en pente, et en terrasse, bien entendu, que les infiltrations se font très facilement, alors que maintenant on travaille dans le sens de la pente. On tasse le terrain avec des gros engins et bien entendu, à la première pluie un peu forte, la bonne terre et tous les éléments se retrouvent au fond de la parcelle. Diapositive suivante. Pour vous dire donc quelles sont les pratiques agricoles qu'il faut absolument changer, il faut planter des arbres, planter des haies. L'arbre, il est essentiel pour réguler le climat local. Avec les arbres, on a un climat local qui est plus humide. Il a un certain nombre d'autres avantages dont je pourrais revenir si vous voulez. Ça facilite aussi le bien-être animal. Donc, il faut absolument développer l'agroforesterie, c'est-à-dire associer les cultures à l'arbre. Ensuite, il faut privilégier des variétés végétales et des races animales qui soient adaptées aux conditions de terroir. Et pour cela, il faut sauvegarder la biodiversité agricole
qui est essentiel. Malheureusement, on a perdu 75% de la biodiversité agricole. Quand on perd beaucoup de biodiversité agricole, qu'est-ce qu'on fait? On perd pour nous et pour les générations à venir des possibilités d'adaptation. Et il ne faut plus avoir de sol nu en hiver, il faut avoir des cultures intermédiaires. Il faut remplacer la fertilisation chimique par de la fertilisation organique parce qu'avec la fertilisation organique, on augmente le complexe argilo-humique et c'est ce complexe argilo-humique qui augmente la capacité des sols à retenir l'eau. Et enfin, il faut absolument avoir des sols vivants, comme ça a déjà été évoqué. Actuellement, si on n'a pas d'intrants sur beaucoup de sols, c'est-à-dire si on n'a pas d'engrais, si on n'a pas de pesticides, eh ben on a des sols qui sont pratiquement infertiles, ce qui est quand même un comble. Il faut une microfaune qui aère le sol, qui permet le stockage de l'eau, notamment dans les interstices. Diapositive suivante. Pour vous dire rapidement qu'avec les subventions de la PAC, c'est-à-dire 10 milliards par an, on peut et on doit réaliser cette transition écologique en quelque sorte vers l'agroécologie sans pénaliser trop les paysans, mais il faudra bien entendu modifier totalement les modalités d'affectation de ces subventions-là. Diapositive suivante. Pour vous dire qu'il y a des changements aussi à apporter à l'urbanisation, à la gestion de l'espace, il y a 2 mots-clés pour cela. Il faut désimperméabiliser les sols et il faut végétaliser les espaces. Et diapositive suivante, pour conclure. Donc, en résumé, la végétalisation, la désimperméabilisation, c'est des outils clés pour l'adaptation des villes et des villages. Vous savez qu'il y a jusqu'à 10 degrés d'écart entre 2 places. Si une place est arborée, une place est non arborée, ça baisse, ça n'élimine pas, mais ça baisse les risques d'inondation. Ça limite les effets de la sécheresse et de la canicule. Et puis aussi, ça maintient la biodiversité lorsque notamment on a des sols vivants. C'était l'avant-dernière diapositive, la dernière. Bon, là, je vais passer rapidement pour vous dire que l'eau est un marqueur d'un constat plus large, si vous voulez, d'un problème environnemental qui nécessiterait vraiment une transition écologique et solidaire très, très rapidement. Voilà. Et ne pas se fier à ce qu'on peut appeler du greenwashing, se méfier des mesures qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Amblat. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Margot, question. Quelle est la nature du sol des parkings? Du quoi? Du sol des parkings. Du sol des parkings. Ah oui. Oui, j'ai parlé de sol des parkings parce qu'on peut très bien faire des parkings avec des matières qui soient tout à fait perméables et donc qui évitent du ruissellement et qui gardent l'eau dans les sols, ce qui est évidemment important. Et puis, il n'y a pas que les parkings qui sont débitumés. Il y a des villes comme Lille, comme Lyon, qui commencent à enlever le bitume des cours d'école. Et tout le monde s'en retrouve très, très bien. Il y a même des activités pédagogiques qui tournent ensuite autour de création de mares, de choses de cet ordre-là. On peut en témoigner, on accompagne avec Élodie et son bureau ouvert, on accompagne des collectivités et des entreprises qui restituent un sol vivant. Il faut 3 ans, hein, ça va très vite. Nous, on l'a observé chez Pocheco, on a commencé chez nous pour en faire un démonstrateur et en réalité, on le voit partout où on l'applique. Les corridors de biodiversité, on a dans l'équipe d'Élodie toute une équipe qui s'occupe de rétablir des corridors de biodiversité partout où c'est possible pour que les sols deviennent à nouveau perméables et reçoivent les eaux sans débordement et restituent à la vie en fait les ressources. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je voulais vraiment souligner l'exemplarité de la démarche qui est tout à fait remarquable de Pocheco. Nous sommes d'accord. Que vous avez pu nous montrer. Oui. Puis alors, moi, je réagis toujours là-dessus pour dire, je suis pas sûr que ce soit un exemple, Pocheco. Je pense que ça tente déjà d'être un démonstrateur. C'est-à-dire que vous pouvez venir visiter et vous verrez par vous-même. Et c'est surtout sur la base de l'économie, on a utilisé ce mot-là tout à l'heure, qu'on doit à Corinne Lepage. On a trouvé ce mot dans son livre Vivre autrement chez Grasset en 2009. Je le répète à chaque fois, mais cette idée que il est plus économique de travailler de façon écologique. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'ensemble des bénéfices que l'on tire de ces actions
ce sont des bénéfices qui intéressent aussi les gens qui sont attachés à un résultat de productivité. Hein. Sur le moyen terme, on sait très bien que la non-transition va coûter beaucoup plus cher que la transition. Bien sûr. C'est Bien clair. sûr. Autre question, Margot. Il paraît que consécutivement à la hausse du niveau de la mer, il y aurait passage de l'eau salée vers les nappes phréatiques, engendrant ainsi leur salinisation. Ceci malmenant la consommation de cette eau, tant pour son usage domestique qu'industriel. Je souhaiterais savoir si Christian Amblard confirme ce propos d'une part. Dans l'affirmatif, si la nature des littoraux sableux ou de falaises aurait la même porosité, et dans la négative, si le rapport volume-poids des dunes jouerait un rôle quelconque. Oui, je confirme. Pardon. Oui, je confirme ce problème supplémentaire, si on peut dire, effectivement, de l'infiltration d'eau de mer au niveau de l'eau, enfin de réserve d'eau douce, qui effectivement pose un problème parce qu'il y a moins de disponibilité en eau douce. Alors après, on peut se poser la question de se dire, mais on peut dessaler l'eau de mer, certes. Les techniques sont connues, mais ça demande tellement d'énergie pour le faire que la rentabilité est quand même très problématique. Autre question? Margot? Pensez-vous que nous devrions réglementer plus strictement les usages individuels de l'eau, notamment concernant les piscines privées? La question des piscines privées, me semble-t-il, se posera quand on posera globalement la question de la répartition de l'usage de l'eau. Hein. Aujourd'hui, l'usage domestique de l'eau est quand même très modeste au regard de l'usage agricole et de l'usage industriel. Alors, il ne faut peut-être pas commencer par les individus, mais commencer, je suis d'accord avec M. Amblard, par revoir complètement les pratiques agricoles et les pratiques industrielles aussi, où on peut faire la réutilisation du cycle de l'eau. Et ensuite, bien sûr, il faudra que de toute façon, chacun fasse ses efforts. Oui, par contre, ce qu'on peut proposer et dire, c'est que les particuliers, alors, lorsqu'ils ont une maison individuelle, bien entendu, peuvent récupérer, bien entendu, les eaux de pluie pour pouvoir s'en servir dans le cadre de leur jardin, par exemple, ou d'autres activités. C'est extrêmement important, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut que les gens qui ont la chance d'avoir un terrain, il faut qu'ils laissent un certain pourcentage de terrain qui leur appartient qui soit perméable, qui permette l'infiltration. Il ne faut pas imperméabiliser tous ces terrains. Autre question? Bonjour, peut-on en savoir plus sur les communes qui ont refusé de figurer dans la liste des sites exposés au risque de retrait du trait de côte? Combien sont-elles? S'exposent-elles à un risque juridique? Une telle opposition est-elle possible pour un PPR? Alors, les communes, on les connaît. Il y en a notamment sur la côte normande, que je connais particulièrement bien, mais je veux dénoncer personne ici, ça se trouve hein, quand on cherche. Est-ce qu'elles risquent quelque chose juridiquement en l'état? Non, ce n'est pas une obligation, donc non. Ceci étant, si elles ne font pas les mesures d'adaptation qu'elles doivent faire et qu'elles exposent leurs ressortissants à des risques indus non expliqués, non justifiés, on se retrouve dans une hypothèse de la faute sur mer et là, il y a un risque juridique non négligeable. Par contre, pour les PPRI, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Ouais, c'était peut-être la dernière question? Oui, c'était la dernière question. Eh bien, Madame, Messieurs, merci beaucoup. J'espère que nous avons intéressé nos spectateurs et nos auditeurs. Tout ceci est bien entendu en replay sur le réseau TRIS, sur notre chaîne YouTube et tous les documents que nous avons utilisés les uns et les autres sont en téléchargement gratuit, bien entendu, sur le site. Merci beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier webinaire de l'année 2020. C'est pas 15 jours, c'est quand? Non, c'est la mercredi prochain. Pardon.
excusez-moi. Donc, mercredi prochain, pour le dernier webinaire de l'année 2022, qui sera consacré à l'adaptation et la santé humaine, qui est un vaste sujet. Et nous reprendrons au début de l'année 2023 avec une série de nouveaux webinaires sur l'adaptation que nous avons programmé, ce sujet qui est un sujet, je dirais, sans fin. Voilà, merci beaucoup de votre attention, bon appétit et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.